Je me nomme Bernard Nussbaum. J'habitais au 11 rue Crespin-du-Gast à Paris 11e et j'avais 4 ans à l'époque de la rafle. Mes parents étaient polonais d'origine. Ils sont arrivés en France en 1936. Mon père était dans le cuir, dans le tissu. Moi, j'étais un enfant gâté. Jusqu'à la rafle du Veldiv, j'avais tout, quoi. Bon, je voulais un jouet, j'avais mon jouet. Je voulais un petit cheval en carton, j'avais un cheval en carton. J'étais un enfant heureux. Et tout simplement, il a reçu une convocation, cette fameuse convocation qu'on voit partout, et puis il dit non, non, il faut que j'aille à la préfecture de police, ils veulent vérifier ma carte d'identité, enfin mes cartes de séjour. Et ma mère disait non, n'y va pas, tu sais très bien que tu vas là-bas, c'est grave et tu ne ressors pas. Mais lui, il disait, ma mère, elle dit, moi j'ai un enfant, j'ai une femme, et je ne veux pas qu'il soit embêté. Donc moi, je vais à la préfecture de police. Hein, et il rentrait, il ne ressortait plus. Et ensuite, les cars les emmenaient directement dans les camps. Et papa était dans Pithiviers, il est resté un an à Pithiviers. J'ai pas des souvenirs quand il est arrêté. J'ai des souvenirs quand j'allais le voir à Pithiviers avec ma mère. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que bon, j'étais quand même jeune. Bon, le dernier souvenir que je garde de mon père, on descend de la gare, on attendait devant les barbelés pour que le camp ouvre. Et le camp ouvrait, et moi, je voyais mon père de loin. Bon, et j'ai couru. Mon père a couru, et je suis tombé. Je suis tombé sur les genoux, je me suis fait mal. Mon père m'a pris dans ses bras. Ma mère me dit, vous avez été à l'infirmerie. Et le dernier souvenir que je garde de mon père, c'est sa casquette en l'air, et puis il me gardait. Voilà, et j'ai plus de souvenirs après. Total, je sais plus rien. À 4 h du matin, ça a tapé sur la porte et ça tapait fort. Donc moi je me suis réveillé, je me suis mis à pleurer et on a entendu police ouvrir. Donc il y avait un policier, il y avait un monsieur bien habillé. Mais j'ai des souvenirs là. Et il dit ben, préparez vos paquets, on va plus haut, on descend et vous nous rejoignez en bas. Donc on a descendu, ma mère, j'étais dans les bras de ma mère. La concierge nous a vu passer. La concierge dit à ma mère, moi je garde Bernard. Je veux le garder, je veux pas qu'il souffre ou quoi. Et ma mère m'a dit, je ne me sépare pas de mon fils. Et on allait vers le commissariat du 11e, rue avenue Parmentier. Et c'est là que je dis, c'est quand même terrible, parce que on passe dans les rues et il y avait des gens qui applaudissaient. Voilà, je me disais, ils applaudissent pour nous, quoi, mais ils applaudissaient parce qu'on arrêtait des juifs. C'est quand même extraordinaire. Bon, après, on s'est dirigé sur le commissariat du 11e. Le commissariat du 11e, on était enfermés là-dedans, je croyais qu'on allait étouffer. Ma mère me portait en l'air parce que ça rentrait sans arrêt, jusqu'à ce que les bus arrivent devant le commissariat pour qu'on puisse sortir et enfin s'installer dans les bus. Au Veldiv, on nous fait descendre, toujours de la gendarmerie, bien sûr. Il n'y avait pas un policier allemand. Hein. Et puis on nous dit, ben, vous montez, vous essayez de trouver de la place où vous voulez. Voilà, bon. Et donc on est monté au dernier. Et au dernier, il y avait ma cousine, enfin la cousine de ma mère, avec mes 2 petites cousines, Paulette et Suzanne, de mon âge. Hein. Donc on s'est assis à côté, il y avait personne, il y avait le mur. Puis au bout d'un certain moment, bon, les gens commençaient à crier, à hurler. Les toilettes, c'était même pas la peine d'aller aux toilettes. C'était complètement, c'est dément. Les gens faisaient pipi sur le mur, comme ça, les femmes soulevaient leurs jupes, faisaient pipi, comme ça. Et puis, il y a un souvenir qui m'est resté bien marqué, c'est cette dame qui s'est jetée du haut de la rambarde, elle s'est suicidée. Quand ma mère a vu ça, elle a dit à la cousine, écoute, je vais essayer de me sauver avec Bernard. Quoi. On reste un moment, on a passé quelques heures, je commençais à avoir faim, parce que j'ai passé la journée et la nuit.
Et après, ma mère dit à sa cousine, je redescends, il faut que je sauve Bernard. Bon. Donc on est redescendu. Et là, il y a eu un changement de ronde. Et ma mère avait réussi à se glisser en dehors de la rue Nélaton, un tout petit peu. Et là, il y a un officier de police qui dit, qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est pas votre place. Vous gênez le monde, là. Vous gênez le monde. Allez-vous-en. Ben, elle est partie. Elle a traversé la rue. Et à l'angle de la rue Nélaton, il y avait un café qui s'appelait le Café des Sports. Donc elle est rentrée là. Le café était vide. Elle dit à la dame, voilà, je viens d'en face. Est-ce que vous avez quelque chose à manger pour le petit? Donc on s'est mis dans le fond. Moi, j'ai mangé un petit peu. Il y a un monsieur qui était là, un jeune qui était là, la patronne du café, et 2 policiers à la porte. Ma mère a dit, ben ça y est, c'est foutu. On me dénonce, je suis foutu. En fait, c'était pas du tout ça. C'est ce monsieur qui avait 20 ans, qui était un ancien résistant, c'est lui qui a fait le nécessaire auprès de la dame et des policiers. Comité de la résistance, il avait 20 ans, il était résistant, et les policiers aussi. Un des policiers est sorti, il est venu vers ma mère, il lui a enlevé l'étoile, et il lui a dit, vous restez là, vous ne bougez pas jusqu'à 16h. À 16h, la grave sera terminée, et vous quittez Paris. Et effectivement, à 16h, le policier est venu, et un des policiers nous a accompagnés jusqu'au métro. C'est ça qui est incroyable, qui nous a accompagnés jusqu'au métro. Donc on avait ma tante qui habitait à Oberkampf. Ma tante avait un atelier de confection qui a été réquisitionné par les Allemands. Donc elle avait ce qu'on appelle un Ausweis, un laissez-passer, qui lui permettait de travailler et de ne pas être embêté, quoi. Nous, on ne savait pas où aller, on dit, bon, on va aller chez Fadi, chez Fayet. Donc on arrive dans la cour, et là dans la cour, évidemment, il y a tous les gens qui savaient qu'on avait été arrêtés. Ils n'en revenaient pas qu'on était libre. Finalement, on est monté chez ma tante, le soir même, dans la nuit. La police frappe chez ma tante, Gestapo. Vous cachez des juifs? Non, non, pas du tout. Alors moi, on m'a mis sous un matelas. Ma mère, elle s'est accrochée après les volets au 2e étage. Elle a fermé les volets. Et puis ils sont rentrés, ils ont commencé à fouiller. Et moi, je sentais cette main qui appuyait sur le lit. Je me dis, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Donc ils ont fouillé partout. Ils n'ont rien trouvé, bien sûr. Ma mère était accrochée. Hein, bon. Ils ont embarqué ma tante, ma cousine, mon cousin au commissariat. Et ils les ont relâchés, évidemment, comme ils avaient un laissez-passer. Ils ont les relâchés le lendemain matin. J'ai passé des journées au grenier. Quand on disait attention, il y a une descente d'Allemands, bon, on montait au grenier, on était plusieurs juifs à se cacher. Sans ça, on descendait à la cave, derrière des trucs de charbon. Hein. Voilà, j'ai passé là un bon moment, un an et demi comme ça, quoi, bon. Jusqu'à ce qu'ensuite on me trouve une place. C'est ce qu'on appelait des homes d'enfants, tenus par la résistance. Donc j'en ai fait 2, un dans la Creuse et un autre, je ne me rappelle plus. Après, on a été à Saint-Germain-en-Laye aussi, dans un petit home. Juste avant la libération, quelques mois avant la libération, on a été caché à Montfermeil. Et là, on est resté 3 mois, je crois, jusqu'à ce que la libération... C'était déjà la libération, mais on est venu nous chercher, nous ramener sur Paris. Et là, ça a été la fin de... Comment je veux dire, bon, c'est la fin de la peur. Voilà. Mon oncle, son frère, a été déporté avec mon père. Et c'est mon oncle qui a dit à ma mère,
tu ne reverras pas ton mari. Parce que ton mari est parti dans la sélection, il est parti en chambre à gaz. Et ma mère, elle ne croyait pas trop. Puis ensuite, il y a eu un dénommé Max qui a dit à ma mère aussi, qui a dit, est-ce que tu es au courant que ton mari ne reviendra plus? Donc, voilà. Et donc, en 46, 47, on savait que c'était fini. Vous savez, quand j'ai perdu ma mère, j'ai perdu plus que ma mère. C'est quelqu'un qui m'a quand même sauvé. J'ai 84 balais et je suis encore en vie. Et croyez-moi, je pense souvent. Elle avait du caractère. Elle n'était pas commode, ma mère. Mais quelle femme admirable. Et vous savez, en 47, ma mère se balade avec moi à Belleville et elle voit un monsieur qu'elle a connu, qui était ami avant-guerre. Et ce monsieur lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Ida? Et ma mère a dit, eh ben, Mathis a été déporté, il est mort. Et il dit, et toi, ta femme? Ben, lui dit, ma femme a été déportée avec ma fille. Et ils se connaissaient bien. Et petit à petit, c'est la vie comme ça, ils se sont fréquentés. Il était tellement gentil, ce monsieur. Une bonté. Et un jour, ma mère me dit, il te plairait comme papa? Ah ben je dis oui. Et puis voilà. Elle s'est mariée. J'ai 2 sœurs jumelles, demi, et un demi-frère, avec qui on s'entend très très bien. Ça illustre les quelques rares photos que j'ai. J'en ai pas beaucoup. Là, c'est mon père qui a été gazé et ma mère. Mais là, vous avez ma mère, moi tout petit, et mes 2 petites cousines, et la cousine de ma mère, qui ont été déportées, qui n'ont pas voulu s'évader. Et vous voyez, tout ce qui me reste de mes petites cousines et de ma cousine, c'est cette photo-là. C'est tout ce que je n'en ai pas d'autre. Je n'en ai pas d'autre du tout. Ils ne reviendront jamais plus.